Et alors qu'aujourd'hui l'Assemblée adopte définitivement le projet de loi de prévention d'actes de terrorisme et renseignement, et bien dans le même temps le Parlement donnera, sauf énorme coup de théâtre, son aval à l'extension du pass sanitaire malgré des débats, vous le savez, très vifs qui continuent d'ailleurs entre les députés et qui s'annoncent aussi houleux entre les sénateurs. Eh bien nous allons nous demander aujourd'hui si les crises multiples que nous traversons, en particulier sécuritaires et sanitaires, ne mettent pas durablement en danger nos libertés face au virus, à l'insécurité ou encore aux attaques terroristes. Les outils de traçage numérique semblent s'imposer désormais comme des moyens de surveillance et de coercition légitimes. Vous réagissez, vous nous posez vos questions sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300 et nous accueillons nos deux invités, Marine. Oui, et pour débattre aujourd'hui, nous accueillons François Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialisé de la communication, la cyberstratégie et l'intelligence économique. Bonjour François Bernard. Bonjour. Et Cyril Dalmont, chercheur associé numérique à l'Institut Thomas More. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Cyril Dalmont, d'abord, vous avez co-signé ces derniers jours une tribune dans les pages débat du Figaro. Le titre est explicite, un pass sanitaire, il faut s'inquiéter du monde qui vient. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'extension de ce dispositif de traçage numérique vous inquiète, peut-être sur le plan technique d'abord? Le gouvernement nous rassure sur ce point. Il dit notamment que l'application Tous Anti-Covid respecte la protection de nos données personnelles, de nos données de santé, mais il y a un réel danger selon vous. Oui, en effet. Alors déjà, il faut bien comprendre que l'application Tous Anti-Covid et le pass sanitaire n'arrivent pas de nulle part. L'Institut Thomas More, on s'était déjà inquiété dès l'adoption de l'application Stop Covid, qui était la version 1.0, si on peut dire, de l'application Tous Anti-Covid. Et en fait, la logique de préservation des données ou de protection des données avancée par le gouvernement, elle est factuellement fausse. Il faut bien comprendre que au niveau de la Commission européenne, l'an dernier, il y a eu un accord déjà pour permettre l'échange de données de santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Donc ça vient à l'encontre du RGPD, enfin de la logique du RGPD. Donc déjà, les États peuvent communiquer sur les données de santé par rapport à la lutte contre la pandémie. Ensuite, la logique du pass sanitaire en elle-même pose un réel souci. Vous avez eu l'avis du Conseil d'État où le gouvernement a explicité que les données étaient conservées sur les appareils des utilisateurs, enfin des personnes vaccinées ou ayant un test PCR négatif. Et également, c'est factuellement faux, puisque pour permettre d'identifier les personnes, il faut qu'à un moment donné, quand le flashage du QR code se fait, le QR code n'étant pas du tout une image, on est bien d'accord que c'est un concept numérique en fait, une évolution du code barre qu'on utilise dans les supermarchés, en version un peu pour simplifier, en version 3D, qui transmet des informations vers une base de données pour pouvoir vous identifier. Sinon, on est tous de manière simple, on comprend tous qu'on ne pourrait pas réidentifier les personnes susceptibles d'être malades. Donc de toute façon, il y a échange de données à un moment donné quand vous scannez votre QR code. Et que ce soit sur une version numérique sur votre smartphone ou que ce soit sur une version papier. Donc il y a échange de données. Ce que vous nous dites finalement, c'est que l'État s'est doté d'un outil qui lui permet finalement de connaître tous les déplacements de ses citoyens. Alors, ça permet de connaître les déplacements des citoyens, mais ça va bien au-delà de ça. Et c'est là où on voit que c'est une tendance de fond. C'est-à-dire, vous pouvez savoir exactement où se trouvent les citoyens quand ils flashent leur QR code. Donc, à quelle heure ils sont, à quel endroit, mais également avec qui ils sont. Par simple recoupage d'informations, puisque si nous allons manger tous les deux dans le même restaurant, il est assez simple de savoir qu'on était dans le même restaurant au même moment, voire qu'on est arrivé ensemble. Et ensuite, ces informations, elles vont être stockées dans une base de données. Alors bien sûr, on va vous parler d'anonymisation.
Sauf qu'il faut savoir qu'une donnée qui a été anonymisée, par principe, on peut la rendre tout à fait personnelle. Et ensuite, personne aujourd'hui n'est capable de répondre à une question simple, c'est-à-dire que dans le cadre des lois antiterroristes, et notamment du Code de la sécurité intérieure, qui peut avoir accès à ces données dans le futur? C'est-à-dire qu'on vous dira toujours, il y aura toujours, je dirais, l'idiot utile qui vous dira on n'est pas en dictature, c'est pas la Corée du Nord. C'est un fait, on n'est pas en dictature, c'est pas la Corée du Nord. Mais est-ce un objectif de devenir une dictature? La question, elle est là. C'est-à-dire que depuis les années 80, on a de plus en plus de lois sécuritaires où on utilise de plus en plus largement l'outil numérique pour créer des bases de données qui viennent amalgamer des informations qui, il y a même 5 ans, n'auraient même pas imaginé pouvoir amalgamer, notamment votre appartenance politique, notamment votre appartenance religieuse, ou votre croyance religieuse, votre appartenance syndicale, des choses qui, ou votre appartenance raciale, des choses qui, il y a 5 ou 10 ans, personne n'aurait imaginé pouvoir collecter. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. On a les 3 décrets de décembre 2020 qui le permettent. On a l'outil GenNote de la gendarmerie nationale qui le permet. Et demain, personne n'est capable de dire le renseignement ne pourra pas avoir accès à ces données qui sont collectées. Tout comme vous avez plein de questions qui peuvent se poser, notamment au niveau des restaurants, des hôtels-restaurants. Est-ce que l'administration fiscale pourra avoir accès à ces données ? Alors François Bernard Huyghe, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat posé par Cyril Dallemont ? Oui. Est-ce que ça vous inquiète ? Il faudrait être bien naïf pour ne pas être inquiet. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé il y a 5 minutes avant de me brancher. Je commandais un livre de sciences politiques américain sur Amazon et Amazon m'a proposé... Alors, je n'ai aucun doute sur le fait que Amazon sait à peu près quelle est ma sexualité, mes opinions politiques et si je crois en Dieu ou ce genre de choses. Mais Amazon m'a proposé un livre qui n'avait rien à voir avec ma commande ou mes commandes antérieures. En l'occurrence, c'est un livre de Borges et de Bioy Casares, des nouvelles. Et oui. Je veux dire, le fait de me proposer ce livre que j'adore effectivement, alors que je ne fais pas du tout de commande de littérature latino-américaine, prouve qu'ils ont une connaissance très fine de ma psychologie, de mes goûts, etc. Oui, donc, ça on le constate tous sur Internet. Voilà, donc c'est une donnée très fine. Alors, en fait, les deux dangers, les deux soucis dont il faut se soucier sont d'une part ce qu'on pourrait appeler le flicage, qu'il s'agisse du flicage d'État ou du capitalisme de surveillance, c'est-à-dire une fois que vous avez... c'est le fait qu'on va garder et retirer des informations sur ce que vous avez fait dans le passé, d'après vos données, ce que vous échangez, ou les données avec le pass, ça sera un petit zigouingouin, là, un petit dessin qui, passé sous l'appareil, sera vert ou rouge, pour dire si vous êtes vacciné avec un QR code, etc. Apparemment, peu d'informations, finalement. Sauf que il faudra bien vérifier que vous êtes Jacques Dupont et qui vous demandera votre carte d'identité de Jacques Dupont, etc., etc. Sauf que, comme l'a dit le chercheur de l'Institut Thomas More tout à l'heure, vous allez donner des métadonnées, c'est-à-dire des tas d'informations relatives à cet échange d'infos, c'est-à-dire tel jour, il était dans telle boutique avec telle personne qui est peut-être suspecte. Donc ça, c'est un élément. À partir de très peu de choses, on peut qui sont stockées quelque part, évidemment, on peut remonter à beaucoup d'informations sur votre passé, ce que vous avez fait. Et la deuxième dimension, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. En ayant beaucoup de données, de métadonnées sur vous, en les croisant, en les faisant mouliner par de l'intelligence artificielle, on peut prédire ce que vous ferez, par exemple les livres que vous désirerez acheter ou les achats que vous serez susceptible de faire, ou l'argument qui peut vous faire voter pour Pierre ou pour Paul aux prochaines élections, ce qui fait qu'on a d'une certaine façon le contrôle non seulement de votre passé, mais aussi de votre futur, ou du moins des moyens d'agir sur vous en fonction de vos goûts, de vos aptitudes, vos préjugés, etc.
Alors Cyril Dalmont, cette extension du pass sanitaire à toutes les activités du quotidien, c'est en fait, à vos yeux, peut-être qu'on peut revenir là-dessus, l'aboutissement d'un processus de grignotage des libertés entamé dans les années 90. Oui, c'est ça, c'est fin des années 80, début des années 90, c'est-à-dire on a un empilement de normes, alors toujours pour des motifs très louables, c'est-à-dire améliorer la sécurité, lutter contre le terrorisme, les trafics d'êtres humains, ce genre de choses. Donc au niveau des motifs, de la motivation des textes, on est toujours sur des objectifs très louables. Le problème, c'est qu'on a des textes qui sont de plus en plus des textes catalogues. Et cette tendance en fait vient notamment du droit européen. On crée des textes catalogues, c'est-à-dire qu'on est sur une logique de lutte contre le terrorisme, notamment pendant la période de l'état d'urgence. Donc période d'état d'urgence logique qui est censée durer le temps de l'état d'urgence. Sauf que pendant cette période-là, donc on a la jurisprudence classique du Conseil d'État, on regarde pas trop ce que fait le gouvernement. Quand la période se termine, on réincorpore la quasi-majorité des textes qui ont été adoptés pendant la période de l'état d'urgence dans le Code de sécurité intérieure. Donc du coup, de la période d'exception, la période temporaire, on arrive à une normalité, c'est-à-dire que le grignotage est permanent. Alors, je veux bien comprendre qu'on a quand même eu 2 périodes lourdes. On a eu 2 ans d'état d'urgence terroriste. Là, on vient d'avoir un peu plus d'1 an d'état d'urgence sanitaire. Et on se rend bien compte, en fait, que tous ces textes qui viennent se cumuler les uns aux autres sont dans une espèce de logique de contrôle systématique de tous. Et on parle de lutte contre le terrorisme, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple dans le cadre des derniers textes sur la lutte contre le terrorisme, et notamment sur les périodes d'incarcération préventive, vous avez aussi des crimes qui concernent tout ce qui est... tout ce qui est économique. Et vous pouvez mettre quelqu'un, quand ça concerne les intérêts de l'État, vous pouvez mettre quelqu'un en préventif pendant jusqu'à 4 ans, si ça concerne les intérêts de l'État. Donc là, c'est dans le même paquet de textes que la lutte contre le terrorisme. Donc vous avez toujours des extensions, en fait, qui se font, et qui se font toujours dans le même sens, c'est-à-dire réduire les libertés de tous. Alors on va continuer cette discussion dans un petit instant. Vous nous appelez également au 0800 26 300 300. On revient tout de suite. De retour sur Sud Radio, un numéro pour réagir à notre discussion, le 0800 26 300 300. Alors juste avant la pause, Cyril Dalmont nous expliquait en quelque sorte le processus qui selon lui rend un peu l'exception, qui rend peu à peu l'exception la norme dans notre droit s'agissant des dispositifs de traçage numérique. Jean-Bernard Huyghe, vous êtes d'accord avec ce que nous disait Cyril Dalmont ? Ah bah oui, la normalité finit par être un empilement d'exceptions. On a bien vu, alors on ne va pas remonter en 2001 et aux lois américaines après le 11 septembre et au fantasme de ce que les milieux de la sécurité avaient appelé là-bas la TIA, Total Information Awareness, c'est-à-dire pour vous protéger totalement, il faudrait que nous ayons en quelque sorte toutes les informations pour tout savoir et tout prédire. Alors, le problème de l'exception, c'est qu'on le voit, ça vient dans ce que dit le Conseil d'État, ça vient dans l'avis de la CNIL sur cette loi. Je trouve d'ailleurs plutôt bien cet avis. Il dit que le contexte sanitaire peut justifier des mesures exceptionnelles si elles sont vraiment nécessaires, éviter un nouveau confinement, et puis qu'il faut qu'il y ait des limites et qu'il faut qu'il y ait des critères du jour où on arrêtera les mesures exceptionnelles et qu'il faut que ça soit évalué, etc. Donc, toutes sortes de garde-fous contre le principe de l'exception qui est en soi un principe irréfutable. Je veux dire, si je me trouve sous les lieux d'un crime, je ne vais pas me plaindre si un policier me demande de montrer mes papiers, bien entendu.
Mais le problème, c'est qu'il va y avoir une érosion de toutes ces conditions de date, de durée, de contrôle, de critères de véritablement indispensables, et que nous nous habituons petit à petit. On parlait tout à l'heure des lois d'exception sur le terrorisme. On a fait depuis les années 80, je ne sais plus combien de dizaines de lois accroissant les pouvoirs administratifs de contrôle, etc., contre le terrorisme, et elles ont fini presque toutes par entrer dans le droit commun, en tout cas rentrer dans nos habitudes mentales. Donc c'est vrai, le temps joue en faveur de la pérennisation de l'exception liberticide. C'est malheureusement vrai. Alors on a d'ailleurs un nouveau texte sur le terrorisme qui est sur le point d'être adopté définitivement aujourd'hui. Cyril Dalmont, il rend notamment possible l'utilisation de ces fameuses boîtes noires capables d'analyser les comportements in fine de toute la population. C'est bien ça? Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ce texte. Je préfère prévenir. Alors, on va écouter peut-être François Bernard Huyghe. François Bernard Huyghe. Un peu plus sur les boîtes noires. Alors, on va essayer de dire les choses de façon simple. Oui. Si quelqu'un est dans le collimateur d'un juge d'instruction qui remplit tous les documents, on peut bien entendu surveiller son ordinateur, intercepter ses données, etc. Il y a également des moyens de surveillance administrative qui ont été considérablement limités depuis les fameuses écoutes de l'Élysée dans les années 90. En revanche, je reviens toujours à ma distinction entre les données et les métadonnées. Il y a la possibilité de mettre chez les fournisseurs d'accès, chez les grands du net, des sortes d'algorithmes qui moulinent toutes les données qui passent, sans vous écouter en particulier, vous, ou sans, comme le logiciel Pegasus, vous infecter le téléphone du président de la République ou d'Éric Zemmour. Ce sont des exemples non inventés, ça existe vraiment, mais qui va mouliner pour voir s'il y a des concordances suspectes. Est-ce que certains numéros de téléphone font la même chose au moment des attentats? Est-ce qu'ils ont tendance à appeler tel pays? Est-ce qu'ils ont tendance à fonctionner à certaines heures? À la limite, on demande à l'intelligence artificielle de mouliner des comportements de l'individu suspect, même si ces comportements en eux-mêmes ne sont pas suspects, et bingo, vous vous trouvez sous la loupe et on commence à vous surveiller. Alors finalement, on avait on commençait à avoir l'habitude quelque part que les acteurs privés se faufilent entre les zones d'ombre de notre droit pour exploiter nos données. Est-ce que là, la nouveauté avec la crise sanitaire notamment, c'est surtout que finalement ce sont les États eux aussi qui se lancent dans cette course? C'est aussi ce que montre Pegasus finalement, Cyril Dalmont. Oui, tout à fait. Pegasus, c'est privé. C'est en fait, quand je parlais de tendance lourde, en fait, de tendance de fond, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on avait l'habitude que ce qu'on qualifie généralement de GAFAM, de BATX chinois, les géants numériques, en fait, concaténent des données, c'est-à-dire les assemblent entre elles, même si elles sont pas personnelles, elles créent des profils numériques qui arrivent exactement au même résultat en fait que des données personnelles. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que vous avez tel âge, vous êtes dans une tranche d'âge, vous êtes dans tel quartier, vous avez telle habitude d'achat, etc. Donc avec des milliers de données, donc parce que c'est tous les jours en fait que ces données sont captées, on arrive à créer un profil numérique quasiment parfait qui permet de vous identifier de manière à 100%. On sait que c'est vous et on sait que vous êtes, on sait ce que vous faites. Bon, ça, c'était les géants du numérique. À la limite, c'est vrai qu'on s'était habitué. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont les États qui veulent se doter de ces outils. Et c'est là où on peut vraiment parler de bascule, finalement, puisque par principe, les géants du numérique n'ont pas d'armée, n'ont pas de police, n'ont pas de cellules, n'ont pas d'opposants politiques, si j'ose dire. Et c'est là où, en fait, on est sur une tendance très lourde de sens. C'est-à-dire que vous, par exemple, en tant que journaliste, vous êtes avec une source. On parlait du pass sanitaire tout à l'heure. Vous allez manger avec une de vos sources d'information.
eh ben, le gouvernement a tout moyen de savoir qui est votre source et de l'identifier. Oui. Donc, que Google le sache, à la limite, ou Facebook le sache, ça vous fait pas forcément plaisir, vous n'êtes pas forcément d'accord sur le fait qu'il soit au courant. Oui, mais Par a priori, contre, ça reste cantonné à une gouvernement- logique marchande. Voilà, que le gouvernement le sache et qu'il puisse s'en servir contre vous ou vous classer en tant qu'adversaire politique, on se rend compte qu'on n'est plus du tout sur la même échelle finalement. Et là, il y a un vrai danger. C'est-à-dire tout ce qui a été décrié aux États-Unis, notamment sur l'incitation au vote, le repérage des opposants, l'isolement numérique des opposants pour arriver justement à les faire changer leur vote parce que ils sont au banc numérique de la société, pardon. Là, on se rend compte que la tendance est très très lourde. Alors, ne donnons pas forcément de mauvaises intentions aux personnes qui nous gouvernent. Seulement, quand on se dote de ce type d'outils, c'est plus que de la vertu qui est nécessaire après pour ne pas en user et en abuser. On se rend bien compte que demain, si je suis moi-même candidat à l'élection présidentielle, savoir qui a rencontré mon adversaire, savoir quels sont ses soutiens financiers avant même qu'ils aient signé leur chèque, savoir où il doit se rendre dans 15 jours, sont des éléments d'information qui sont quand même extrêmement pertinents. Alors, on a beaucoup d'appels sur ce sujet au 0826 300 300. Sud Radio Midi, prenez la parole. Et nous sommes avec Yamina. Bonjour à vous, Yamina. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'Ivry, en région parisienne. Absolument. Bonjour. On vous écoute. Merci beaucoup pour votre émission et puis la qualité des interventions et puis de vos invités. Je suis entièrement d'accord. Effectivement, la tendance est lourde et la dérive que l'exception se normalise, en l'occurrence, on l'a vu en partie hier dans la discussion du texte de loi sur le pass sanitaire. Je donne un exemple. Quand un amendement a été rejeté, un amendement qui précisait justement, qui voulait inscrire dans la loi la limitation dans la durée de l'état d'exception crise sanitaire a été rejeté. La question, enfin, je veux dire, on est en droit tout de même de se poser des questions sur le devenir de toutes les données qui vont être collectées via ce pass sanitaire. Vos invités parlaient de profil numérique. Effectivement, chacun de nous maintenant a son profil numérique et les GAFAM ont réussi ça pour connaître nos désirs, nos préférences. Néanmoins, maintenant, si les États aussi s'y mettent en utilisant des moyens de collecte de données comme le pass sanitaire, mais d'autres, en utilisant des moyens comme la reconnaissance faciale, on est en droit tout de même de se poser des questions puisque les atteintes aux libertés sont très graves et on bascule dans un état de surveillance ou de flicage généralisé. Oui, c'est un basculement vers une société qu'on ne souhaitons pas, en tout cas, pas moi. Pas moi et voilà, donc merci beaucoup, Yamina. devient la normalité et ça c'est très grave. François Bernard Huyghe, vous êtes d'accord avec Yamina? Est-ce qu'on est à un point de rupture quelque part aujourd'hui sur ce sujet-là? Oui. Yamina a parfaitement raison. Et il faut bien. Je reviens sur cette histoire des différents niveaux parce qu'elle est fondamentale. Il y a le niveau, disons, GAFA, ou plateformes. Vous leur donnez des données, ils croisent vos données, ils savent de plus en plus de choses sur vous. Alors, ils savent de plus en plus de choses sur vous, en principe dans des buts commerciaux, et en principe, ils ne vous font pas arrêter par les flics, même si, on l'a vu dans le cas de Facebook ou de Twitter, ils peuvent censurer Trump et 70 000 de ses partisans quand ils veulent. Ça, c'est le niveau des acteurs technologiques et économiques. Il y a le niveau de l'État. Alors, l'État peut prendre des lois de plus en plus intrusives et de surveillance et exploiter ces données. Il peut le faire légalement et illégalement. Je vous rappelle quand même on parle depuis les années 90 du système de surveillance de la National Security Agency qui pompe des données partout, dans les câbles sous-marins, des logiciels truqués, des satellites. Et je vous rappelle quand même que
Obama, pas le méchant Trump, hein, Obama, le gentil Obama, avait reconnu que les téléphones portables de Merkel, Sarkozy, Chirac et Hollande avaient été espionnés par des services américains. Il avait dit qu'il était désolé qu'on allait arrêter, mais enfin, voilà. Alors, et maintenant, vous avez un stade 3, c'est cette affaire de Pegasus. Alors, c'est une boîte privée, contrôlée par l'État israélien, mais privée. Oui, mais c'est les États qui ont bien recours à ces services, hein, on est d'accord. Alors, ses clients sont des États, et c'est un fournisseur de technologies super intrusives, pour dire de façon très très simple ce que peut faire Pegasus, sans que vous fassiez de bêtises de sécurité sur votre téléphone, sans vous cliquiez sur un lien porno idiot, des bêtises comme ça, hein. Pegasus peut rentrer dans votre, en particulier dans un système iOS, et savoir absolument tout ce que vous faites, c'est-à-dire vos communications, votre lien, vos applis, vos comptes de banque, enfin, tout quoi. Et évidemment, il est dans votre tête, parce que tout ce qui est dans votre tête, dans votre mémoire, vous l'avez transcrit dans votre tablette ou dans votre ordinateur. Et ça, ce sont des prestations qui sont vendues en principe à des États, mais ces États ne s'en servent pas uniquement pour lutter contre les méchants, contre les terroristes. Je veux dire, si on écoute Edoui Plenel, Zemmour ou un journaliste, peut-être vous, hein, je ne sais pas, c'est pas pour empêcher des bombes d'exploser. Et là, c'est un pouvoir technologique à vendre, de tout savoir pour vous, si vous avez les protections étatiques et accessoirement le budget suffisant. Allez, on va poursuivre cette discussion dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 0800 26 300 300. Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Et de retour sur Sud Radio, et on s'interroge toujours sur ces dispositifs de traçage numérique, sur ces moyens quelque part de lutte contre les crises sanitaires mais aussi sécuritaires, les tendances également comme le terrorisme. Et on a tout de suite une nouvelle question d'un de nos auditeurs. Sud Radio Midi, prenez la parole. Bonjour, nous sommes avec Philippe. Philippe, vous nous appelez de Narbonne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors Philippe, on vous écoute. Oui, je suis masseur-kinésithérapeute, donc professionnel de santé, et je m'interroge sur le premier principe du soin, qui est le secret médical. Ce pass sanitaire va à l'encontre d'un principe fondamental, du premier principe, d'un des principes fondamentaux du soin, le secret médical, et la capacité que toute personne a de refuser un soin. C'est une privation de liberté, et j'aimerais attirer l'attention à tout le monde, du peuple, de cet état de fait. De mémoire, je sais pas, moi mon domaine c'est la santé, c'est pas l'histoire, mais le dernier président à avoir supprimé des libertés sur des caractéristiques humaines, c'était Pétain. Alors, vous allez peut-être un peu loin, Philippe, sur cette affirmation. On va demander peut-être à Cyril Dalmont ce qu'il en pense. Alors, moi, je vais pas répondre sur la comparaison présidentielle, mais par contre, il est un fait, le pass sanitaire pose un vrai problème. C'est-à-dire que vous portez atteinte à la liberté de circulation. Et par principe, en fait, la liberté de circulation est conditionnée à l'utilisation du pass sanitaire. Donc, c'est quand même particulier. Porter atteinte à la liberté de réunion, vous portez atteinte à la liberté du travail. Ce sont des droits constitutionnels quand même. Hein. On n'est pas sur des principes généraux. On est sur des droits constitutionnels avec un aval du Conseil d'État. Alors, comme je l'avais dit et indiqué tout à l'heure, c'est vrai que pendant des périodes exceptionnelles, le Conseil d'État, par principe, a une jurisprudence classique qui est de dire « je ne regarde pas vraiment ce que fait le gouvernement tant qu'il ne va pas trop loin. On vérifiera plus tard ». Donc ça, c'est la jurisprudence classique du Conseil d'État. Et le Conseil constitutionnel, depuis la crise sanitaire, c'est un peu rallié à la jurisprudence du Conseil d'État. Mais il est un fait qu'on est dans quelque chose d'inédit, puisqu'on conditionne des libertés
fondamentale à l'utilisation d'un outil de traçage des populations. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. Je voulais, si vous me le permettez, revenir sur la question de la durée de l'utilisation de l'outil. Oui. Il est bien évident que toutes les personnes qui croient naïvement que cet outil va disparaître après la crise sanitaire se leurrent. Faut bien comprendre qu'on est dans une logique où la Commission européenne souhaite mettre en place un passeport biométrique européen pour les résidents, c'est-à-dire toutes les personnes sur le territoire des pays européens, donc ça touche 400 millions de personnes. Il faut bien se rendre compte que le QR code qui est en train d'être mis en place ira en plein s'inscrire dans le passeport biométrique européen. Vous avez un outil d'identification personnelle qui est théoriquement non falsifiable et unique. C'est-à-dire plus précis que votre numéro de sécurité sociale et qui peut comporter un certain nombre d'informations. Parce que le QR code comporte un certain nombre d'informations. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de sécu, votre adresse éventuellement. C'est possible de l'enrichir. Et si on va plus loin, parce qu'on peut toujours aller plus loin, toutes les personnes qui vous expliquent, je répète qu'on n'est pas en dictature, c'est pas la Corée du Nord, c'est pas la Chine, le principe du crédit social chinois repose essentiellement sur une logique de QR code qui vous permet d'identifier les personnes où qu'elles se trouvent quand elles font des achats, puisqu'en Chine vous payez avec des applications qui utilisent votre QR code personnel. Donc vous flashez votre QR code et vous pouvez payer. Vous rentrez dans le métro, vous flashez votre QR code. Donc vous êtes tracé tout le temps grâce à votre QR code. Oui. Donc, pour les personnes qui pensent que ce système s'arrêtera une fois la crise sanitaire terminée, elles se leurrent. Évidemment, ça va s'inscrire dans le temps. Évidemment que si l'État a dépensé autant d'argent pour mettre en place cet outil, ce n'est pas pour qu'il s'achève, qu'on arrête de l'utiliser dans quelques mois. François Bernard Huyghe, on n'est évidemment pas au niveau encore du modèle chinois dont Cyril Dallemand vient de nous parler, mais est-ce que vous craignez vous aussi ce risque de pérennisation et même finalement qu'on entame une course et on ne sait pas vraiment où elle va s'arrêter avec l'utilisation de ce pass sanitaire ? Alors, oui, il faut la craindre. D'ailleurs, la CNIL la craint parce qu'il y a cette tendance à la fois technologique et de ce discours politique de à tout prix pour vous sauver, il faut faire tous les sacrifices, etc., qui sont lourdes. Mais je vais juste ajouter, on voit bien où ça va grignoter. Ça va grignoter sur des libertés de faire, c'est-à-dire on ne pourra plus aller comme on voudra dans des manifestations de plus de tant de personnes ou des manifs dans la rue où on ne pourra pas monter comme on veut. On pourra monter dans un métro bondé mais pas dans un TGV sans une restriction de liberté de faire. Il y a le fait qu'effectivement, certains secrets médicaux, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus le monsieur qui est kiné, avec raison, ne vont plus être confiés seulement à des bases de données sécurisées ou à votre médecin de famille. Alors, dans le cas du QR code, en principe, quand le commerçant le zappera, il aura juste une lumière, si j'ai bien compris, une lumière verte ou rouge qui dira ou bien vous êtes quelqu'un de vacciné, quelqu'un qui a eu un test PCR, quelqu'un de guéri, et vous avez le droit d'entrer, ou bien vous n'avez pas le droit. Mais ces infos, elles sont ailleurs. Et enfin, il y a une troisième liberté qui me paraît dangereusement compromise par tout ça, c'est le fait qu'on est tout le temps en train de s'identifier, de dire où on est avec qui, et que il faut voir comment se développera cette loi. Nous allons peut-être devenir un peu tous les flics les uns des autres, en train de nous demander si nous avons nos papiers ou si nous utilisons le QR code de notre cousin. Et finalement, on se rend compte aussi que certaines dispositions qui sont jugées par le Conseil d'État ou par le Conseil constitutionnel comme attentatoires à nos libertés reviennent finalement par d'autres moyens. On a l'exemple en début de semaine dans le projet de loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure qui a été présenté en Conseil des ministres. On a notamment l'article concernant les drones de surveillance qui a fait son retour dans le texte. On sait pourtant que le Conseil d'État l'avait censuré
censuré, en tout cas avait censuré une disposition pour fixer un cadre légal à l'usage de ces drones pour surveiller les manifestants. Finalement, ce type de disposition, malgré les alertes que peuvent lancer les institutions, ont tendance à revenir régulièrement dans d'autres textes. Ça, c'est aussi une tendance, Cyril Dalmont ? Oui, tout à fait. On se rend compte que de toute façon, les investissements colossaux qui sont réalisés dans les outils de surveillance, ils ne sont pas réalisés en pure perte. C'est-à-dire que effectivement, l'avis du Conseil d'État concernant l'utilisation des drones de surveillance pendant les manifestations l'avis était négatif. Mais le gouvernement ne désarme pas et ne désarmera pas, puisqu'on est, ce que je vous expliquais au départ, on est sur une tendance de fond. On est sur une tendance de grignotage des libertés de tous, et je pense qu'on peut l'expliquer philosophiquement, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où les démocraties sont un peu à la peine avec cette espèce de sentiment d'inutilité du vote, comme on s'en rend compte à chaque fois qu'une élection a lieu. Les gens se disent de toute façon pourquoi voter, puisque on a toujours la même politique, le même résultat. C'est une espèce de défiance vis-à-vis des démocraties. On a aussi cette espèce de défiance des élites vis-à-vis des gouvernés, avec cette espèce de logique de mettre tout le monde sous surveillance. Vous avez un exemple qui l'illustre parfaitement. Pendant l'affaire Samuel Paty, tous les politiques ont dit c'est la faute aux réseaux sociaux. Mais en fait, et à l'anonymat. Mais en fait, personne n'était anonyme dans l'histoire. Oui. Tous les intervenants, ils parlaient à visage découvert. C'est vrai. Il y a eu plusieurs alertes qui ont été lancées auprès des forces de l'ordre. Il n'y a pas de question d'anonymat, il n'y a pas de question de réseaux sociaux, il y a des dysfonctionnements étatiques. Donc aujourd'hui, en fait, on est dans une logique où on contrôle tout le monde en se disant peut-être que on arrivera à mieux réguler la sécurité et entraver les actions de quelques-uns. François Bernard-Huyghe, je suis désolé, on arrive presque au bout de cette émission, peut-être pour conclure sur ce point. Effectivement, c'est pas la Chine où vous avez une sorte de passe sociale et vous êtes puni, récompensé selon vos opinions, vos comportements et vos entorses à la loi. Mais il y a une tendance lourde, on revient tout le temps sur cette idée de la pérennité, qui est que si une chose est techniquement faisable et qu'elle donne du pouvoir à quelqu'un, cette chose tendra à se réaliser. Et c'est une tentation à la fois pour les acteurs technologiques et pour les acteurs politiques. Alors merci beaucoup François Bernard-Huyghe, directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Merci également à Cyril Dalmont, chercheur associé numérique à l'Institut Thomas More. Nous nous retrouverons évidemment demain